Tout le monde, je m'appelle Bruce Straminja et je suis honoré d'être le premier à vous accueillir aujourd'hui à notre, euh, notre webinaire sur le stade avancé de la maladie liée au VIH. Nous allons nous concentrer sur la thérapie préventive contre la tuberculose, optimiser les conseils et l'application des consignes. Nous avons l'interprétation en français. Merci à Christiane qui est notre interprète en français pour aujourd'hui. Vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le petit globe interprétation en bas à droite de la barre d'outils de Zoom. Et puis ensuite, vous pourrez choisir français ou anglais. Et ensuite, si vous avez des problèmes concernant l'informatique, euh, écrivez Echo It dans le chat. Et puis, il y aura également des questions. Donc, mettez vos questions, inscrivez vos questions dans la fenêtre de Q et R ou Q&A. Et puis, souvenez-vous, il y aura un lien pour l'enregistrement et puis les présentations qui seront disponibles pour toutes les personnes qui se sont inscrites à la session d'aujourd'hui. Et ça, bien sûr, ce sera après la fameuse session. Cette session est enregistrée comme chaque fois. Et donc, vous avez consenti à être enregistré. Puis, nous proposerons un certificat de présence, de participation et d'éducation médicale continue. Et puis, il y aura un petit sondage à peu près 15 minutes avant la fin de notre session. Vous aurez 48 heures pour la remplir et puis vous, vous recevrez un certificat de participation et de présence. C'est comme un émargement. Concernant l'utilisation des données, on fait très attention à vos données personnelles. Elles resteront confidentielles. Les données que nous partageons avec nos partenaires ont déjà été identifiés. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais donner la parole à Kichuku Amamilo, qui va être notre animateur. Merci beaucoup, Bruce, et bienvenue à tous et toutes à ce deuxième webinaire sur les sur le traitement préventif de la tuberculose dans le stade avancé de la maladie liée au VIH. Nous avons beaucoup aujourd'hui à faire. Comme vous le voyez, il y a plusieurs intervenants et sujets également. La session s'appelle Optimisation du conseil de l'application pour obtenir un impact. Je m'appelle Amamilo et je travaille avec le CHAI. D'abord, nous allons parler des conseils venant de l'OMS et puis nous passerons à une mise à jour du projet Impact concernant la tuberculose et puis ensuite nous passerons à un niveau des présentations d'applications au niveau de pays, l'Ouganda et puis le Zimbabwe. Et donc, sans plus attendre, allons-y. Je suis heureux de vous présenter trois intervenants de l'OMS. D'abord, Cécile Miller. Elle est épidémiologiste et technicienne pour la prévention de la tuberculose au programme mondial contre la tuberculose auprès de l'OMS. Ensuite, le docteur Avinash Kanchar, qui est
officier médical et qui travaille pour l'innovation des soins préventifs de la tuberculose. Et puis, il se concentre donc sur la prévention de la tuberculose. Et enfin, nous avons le docteur Ajay Rangaraj, qui est un officier technique auprès du programme mondial contre le VIH auprès de l'OMS. Il a également travaillé sur le Covid-19. Donc, je suis heureux de vous présenter ces trois personnes. Merci beaucoup, Aiki. Donc, je m'appelle Cécile Mella, je travaille sur le programme tuberculose mondiale et c'est moi qui vais commencer pour la présentation. Je vais d'abord vous parler des recommandations pour le dépistage de la tuberculose. D'abord, je vous rappelle pourquoi il est important pour les gens qui vivent avec le VIH. Eh bien, nous savons que la charge de la maladie est importante parmi les personnes qui vivent avec le VIH. Il y a un risque de progression très importante et de mort de la tuberculose. Cette maladie est la première cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Nous savons également qu'il y a un manque de détection parmi ces personnes et on pense que 44 personnes qui vivent avec le VIH et qui ont la tuberculose ne sont pas diagnostiquées. Étant donné que la détection précoce et le traitement précoce sont essentiels, il faut bien sûr procéder à un dépistage. Et pour cette session, eh bien, on va parler du dépistage en tant que première étape pour entamer un traitement préventif de la tuberculose, ce qui peut sauver des vies. À cause de ces raisons de dépistage, eh bien, ce dépistage routinier a été recommandé par l'OMS et a été codifié plus avant. Il y a des directives qui ont été publiées en 2021, mais depuis 2013, il y a eu beaucoup de changements concernant le dépistage de cette maladie et notamment de nouveaux outils. Donc, l'année dernière, eh bien, l'OMS a rassemblé un groupe pour qu'ils mettent au point et qu'ils améliorent les dernières directives. Et donc, nous avons des outils et pour le dépister, cette maladie, et également des conseils. Et évidemment, ce groupe s'est beaucoup concentré sur les personnes vivant avec le VIH. Et un groupe d'analyse de cas a été mis sur pied pour voir quels outils utiliser pour le dépistage. Et ces nouvelles directives ont été publiées en mars dernier. Vous pouvez y avoir accès là. Vous voyez le site web. Alors, les recommandations de base de dépistage, c'est qu'il devrait y avoir un dépistage à chaque consultation médicale. Ce qui a été ajouté, c'était des recommandations pour différents outils dont je vais vous parler brièvement. D'abord, nous avons ce qu'on appelle euh, euh, les, euh, les symptômes, les 4 symptômes. Ça se fait par un outil qui est recommandé depuis 2011 et il est toujours recommandé. Il s'agit de voir la toux, la fièvre, les suies nocturnes, la perte de poids. C'est le plus facile, c'est le dépistage le plus facile. Donc, il est très, très important, il est très précieux. Mais d'après les données, eh bien, il a une précision limitée, malheureusement. Et quelquefois, cela peut mettre en cause l'application du traitement. Et quelquefois, il manque également de spécificité. Donc, quelquefois, les personnes sont envoyées faire un dépistage plus serré de la tuberculose alors qu'elles ne l'ont pas.
Inversement, les personnes qui ont la tuberculose, quelquefois, voient la prise de traitement retardée. Quelquefois, donc, la thérapie antivirale n'est pas administrée à temps. Et donc, près de la moitié des cas de tuberculose ne sont pas dépistés. Donc, au-delà, eh bien, nous avons cherché d'autres outils qui permettraient un bon dépistage. Il s'agit de la protéine réactive C, CRP en anglais. C'est un marqueur général pour l'inflammation. C'est un test sanguin qu'on peut faire souvent. C'est la goutte épaisse et ça peut être fait dans toutes sortes de conditions. Et c'est très, très bon pour la dépistage des personnes vivant avec le VIH. La sensibilité est bonne et la spécificité également, y compris pour les gens qui vivent avec le VIH. Et on voit que cette protéine réactive C représente une amélioration de précision et de spécificité, surtout pour les personnes qui n'ont pas encore été mises sous traitement. On peut voir que une plus grande grâce à ce test, il est plus facile de savoir si quelqu'un n'a pas la tuberculose et également le coût du diagnostic revient moins cher puisque cette étape du dépistage est précise. Le groupe a également envisagé les radios des poumons qui est utilisées couramment et les données que ce groupe a regardées, c'est que c'est un bon outil également pour les personnes vivant avec le VIH euh, et que c'est assez sensible, surtout pour les personnes qui reprennent déjà des antirétroviraux. Alors qu'avant, on ratait beaucoup de cas. Et si on ajoute cette radio aux personnes qui consultent souvent, eh bien, on peut détecter la tuberculose facilement. Nous n'avons pas d'autres données concernant la fréquence de cette radio, mais apparemment, peut-être qu'une fois par an permettrait de détecter un grand nombre de cas qui se trouvent entre deux types de symptômes, par exemple. Cela permet de fournir des soins et des services plus rapidement. Et le groupe a également regardé l'interprétation aidée par ordinateur des radios et d'après les données qu'on a, eh bien, ce DAO est, est une bonne alternative à la lecture pour les personnes. C'est bon pour les personnes qui vivent avec le VIH. C'est pour les gens au-delà de 15 ans. Et c'est un bon développement concernant le dépistage parce que ça veut dire qu'on peut utiliser ce moyen de détection dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. J'attire votre attention sur les deux sites. C'est le paysage des logiciels de DAO, détection assistée par ordinateur, qui présente les différentes options et leurs différents usages et exigences, et puis également le DAO pour la détection de la tuberculose. Nous avons travaillé avec d'autres collègues travaillant sur des maladies tropicales. Et enfin, le groupe a regardé le test rapide de détection moléculaire et
C'est recommandé pour les personnes vivant avec le VIH et surtout pour les patients hospitalisés qui vivent avec le VIH, surtout si et surtout dans les établissements où la prévalence de la tuberculose est supérieure à 10% des lits. Et, cette recommandation est due au besoin d'agir rapidement parmi ce groupe de VIH. Et il est recommandé également toutes les personnes qui vivent avec le VIH. Enfin, je voudrais dire que, alors que les deux outils précédents sont pour les adolescents et les adultes vivant avec le VIH, eh bien, le dépistage pour les enfants vivant avec le VIH est également fortement recommandé. Il y a deux groupes pour lesquels c'est recommandé fortement, mais nous n'avons pas assez de données pour recommander les autres outils pour les enfants. Mais le dépistage est recommandé pour les enfants. Après, il y a différentes questions pour voir si vous avez fait attention. Je voudrais dire rapidement que l'application, les conseils d'application qui viennent avec ces directives présentent différentes options algorithmiques. Je ne vais pas les passer en revue, mais je peux vous dire que nous avons plusieurs outils maintenant, au-delà des symptômes, et voici comment on peut les combiner avec différents algorithmes. Et ces algorithmes montrent qu'on peut utiliser le test de dépistage et puis passer à l'évaluation du diagnostic ou pour passer à l'évaluation d'un traitement préventif ou d'autres soins. Et puis, il y a également un algorithme pour les enfants. Maintenant, peut-être qu'on peut fermer le sondage et puis passer la parole à mon collègue. Ah, la plupart des personnes ont bien répondu à la question. Quel outil de dépistage est fortement recommandé pour les personnes hospitalisées avec le VIH dans un endroit où la tuberculose est répandue? Rapidement, je voudrais vous parler des traitements préventifs de la tuberculose. Vous savez qu'il y a eu le lancement le jour de la journée de la tuberculose, lancement de conseils. Et c'était une mise à jour qui est venue peu de temps après des directives de 2018 et également, en plus, il y avait des clarifications concernant l'utilisation de ce traitement préventif en cas de grossesse. Et donc, ça se trouve dans la mise à jour de 2020. Comme Cécile l'a dit, eh bien, l'OMS publie un manuel opérationnel sur la tuberculose. Il y en a un pour le traitement préventif qui parle de détails de mise en œuvre, le traçage des contacts, les doses des médicaments médicamenteuses, le suivi de la sécurité et puis également les indicateurs du programme et ou également comment atteindre les populations. Donc, vous trouverez des réponses à tous ces éléments dans ce manuel. Dans ces directives, eh bien, je me suis limitée aux recommandations concernant les personnes vivant avec le VIH et la plupart viennent des directives précédentes, mais certaines des données ont été mises à jour également.
et les recommandations ont été mises à jour en 2018 et puis en 2020 pour les personnes vivant avec le VIH. Le, le traitement préventif doit être envisagé, que les personnes soient sur sous antirétroviraux, soit enceintes, etc., ou aient reçu un traitement contre la tuberculose avant, ou bien soient immunodéprimées. J'ai les enfants de moins de 12 mois qui il faut envisager ce traitement en cas de contact avec des personnes qui ont la tuberculose. Et pour les enfants âgés au-delà de 12 mois, eh bien oui, une fois que qu'on a éliminé la tuberculose. Cécilie vous a parlé en détail du dépistage, mais dans ces directives, eh bien, on a également l'utilisation des symptômes, comme c'est le première étape. Et si ces symptômes ne sont pas là, que je choisis, et s'il y en a d'autres, ou s'il y en a d'autres, eh bien, vous pouvez commencer le traitement préventif sans problème. Ça, ça peut être fait également si la personne est sous antirétroviraux. Ça, c'est pour vous montrer euh, la- le bilan systématique qui a été fait pour ces recommandations sur l'utilisation des tests. Comme vous voyez encadré en vert, euh, les symptômes précoces ont une valeur prédictive importante et ce serait intéressant de commencer à ce moment-là. euh, et c'est pourquoi c'est pour cela que les recommandations disent que c'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes que qu'on ne doit pas commencer le traitement préventif. Il y a également des tests, souvent le TST ou IGRA, qui peut être utilisé comme test. Nous avons une recommandation d'utilisation de ces deux tests, mais ce n'est pas absolument obligatoire pour les personnes qui vivent avec le VIH. Ensuite, et de plus, en plus de l'isoniazide seul, comme schéma thérapeutique, eh bien, nous avons d'autres options. On peut avoir un rifapentine d'un mois avec niazide tous les jours. Et puis également, on peut avoir 4 mois de rifampicine tous les jours. Ces options font partie des recommandations, mais c'est surtout pour dans des circonstances où il y a beaucoup de présence de tuberculose. Concernant les enfants, eh bien, nous avons des recommandations particulières, euh, surtout qu'on n'a pas vraiment de données sur les enfants pour savoir si la rifampicine fonctionne bien, et également concernant la disponibilité du produit. Et c'est pour ça que la plupart du temps, chez les plus jeunes, et souvent on recommande 3 RH, et si ce n'est pas disponible, et bien, pour les enfants qui ont moins de 2 ans, eh bien à ce moment-là, un isoniazide seul. Euh, donc 3 RH reste la meilleure préconisation pour
Il y a d'autres groupes qui sont à risque également. Et il faut être sûr qu'il y a une infection avant de passer à certains médicaments. Il faut d'abord utiliser les tests IGRA ou TST pour être sûr que la personne est effectivement atteinte de la tuberculose. Et comme je l'ai dit, nous avons ce manuel opérationnel où vous pouvez trouver beaucoup de détails concernant la mise en œuvre. Il y a une section particulière sur l'interaction médicamenteuse qui contient beaucoup d'antirétroviraux également. Donc, ça peut être pratique pour les cliniciens. Lorsqu'on envisage rifampicine, par exemple, et de plus de ce manuel parle de différents éléments également. Par exemple, les événements indésirables de ce traitement de préventif, tous les combien est-ce qu'il faut recommencer le traitement préventif, également en cas de résistance des résistances aux médicaments, eh bien, on ne pense pas que cette résistance puisse être due à ces traitements préventifs. Ça, c'est un autre exemple de schéma thérapeutique avec le nombre de doses et comment on définit la fin de ce traitement. Si quelqu'un est sur le régime 3HP, eh bien, on pense que quand la personne a pris 11 doses sur 100 jours, eh bien, euh, euh, on pense que la personne a terminé son traitement. Et puis, ça, c'est pour résumer, c'est pour répondre à certaines des questions que les participants ont déjà posées euh, par le passé. Il y en a qui apparaissent souvent, c'est ce traitement préventif pour les femmes qui viennent d'accoucher, les personnes qui sont et les femmes enceintes, eh bien, une combinaison triple d'isoniazide plus cotrimoxazole plus la vitamine B6, ça peut être utilisé comme traitement préventif. On ne recommande pas 3 HP, par exemple, pour cette population-là, mais ça peut changer, on ne sait pas. Actuellement, les recommandations disent qu'il vaut mieux cette combinaison. Pour une prise à nouveau de ce traitement préventif, il n'y a pas ce n'est pas déconseillé du tout, mais mais il faut qu'il y ait une pause de ce traitement chez les personnes vivant avec le VIH, chez les enfants, notamment s'il y a une nouvelle exposition, un nouveau contact dans la famille, par exemple. Voilà, on peut, on peut passer aux questions peut-être et voir si le message que je voulais vous communiquer concernant l'utilisation du traitement préventif en cas de vie avec le VIH a été compris. Tout ce que je vous ai dit a été compris. Quel est le schéma thérapeutique préventif contre la tuberculose parmi les femmes? Quel est le meilleur schéma parmi les femmes enceintes ou bien allaitantes? Donc, il y a des gens qui disent 3 HP, c'est 23%, et 67% qui disent H+, cotrim, et puis B6, vitamine B6.
Et ensuite, quel est le meilleur schéma thérapeutique de prévention de la tuberculose pour les enfants? Là, on n'a pas beaucoup de données et de preuves concernant les personnes les plus jeunes. Il y a différentes formulations également qui peuvent être plus adaptées aux enfants, mais quelquefois, cette formulation n'existe pas. Donc, pour clarifier là-dessus, le 3 RH, c'est le mieux pour les plus jeunes, peut-être parce que en général, ce traitement est disponible facilement dans la plupart des pays. C'est la meilleure option pour les jeunes enfants et les enfants qui peuvent avaler des cachets, des comprimés. Donc maintenant, je vais m'arrêter et passer la parole à mon ami. Merci beaucoup, Avinash. Moi, je suis là pour tout résumer en quelque sorte, parce qu'on a déjà parlé de cela lors d'une autre session où j'ai présenté le traitement préventif et son importance en cas de VIH. Et là, vous avez parlé des nouvelles directives concernant le dépistage et nous avons maintenant de meilleurs outils. Je vais repasser en revue certains des composantes. Comme vous savez, nous recommandons un ensemble de soins si les personnes ont moins de 200, de 200 par microlitre. Il faut également utiliser le diagnostic rapide recommandé par l'OMS sur la tuberculose. Et comme je vous l'ai dit, il faut permettre une prophylaxie par le cotrimoxazole et puis également faire un dépistage du cryptocoque, de l'antigène du cryptocoque. Et puis également, il faut lancer le traitement antiviral et être sûr que les personnes puissent vraiment suivre leur traitement. Je voudrais rapidement vous parler, pardon, vous pouvez revenir en arrière. On est allé un peu trop loin. Voilà, merci. Voilà. La question, je pense que beaucoup de gens se posent une question, c'est comment est-ce que ces nouvelles recommandations fonctionnent pour les personnes en cas des stades avancés de la maladie. Bien sûr, vous allez continuer à voir quels sont les précédents et puis faire un examen. Il faut également faire un dépistage de la tuberculose. Et vous savez, nous avons une nouvelle boîte à outils. Vous pouvez utiliser la radio pulmonaire, par exemple, et puis la protéine C-réactive. Et si les symptômes sont absents, eh bien, vous pouvez commencer le traitement préventif. Et s'ils sont là, eh bien, vous faites un dépistage ou que le dépistage est positif, eh bien, il faut faire un test moléculaire, le LF-LAM, qui peut permettre à diagnostiquer la maladie chez les personnes dont le cône de C4 est inférieur à 100. L'idée, c'est qu'il est très important de continuer à dépister, mais maintenant nous avons de nouveaux outils pour détecter les cas de tuberculose et également il y a une importance à
à pousser les gens à se faire soigner le plus tôt possible. Et il y a également d'autres choses, par exemple, l'utilisation des 4 R, euh, de 4 R, c'est-à-dire on prend une dose de la combinaison à dose fixe plus un autre médicament. Je pense qu'on essaie de raccourcir les schémas thérapeutiques pour les personnes qui sont atteintes par la tuberculose et qui vivent avec le VIH, parce que ces personnes déjà prennent beaucoup de médicaments. Euh, donc, ce serait bien de ne pas les surcharger de médicaments. Il y a une autre question que j'ai reçue avant le webinaire concernant le VIH en Asie du Sud-Est. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, on l'étudie et nous envisageons de développer une adaptation régionale de ce package de stade avancé de la maladie lié au VIH, puisque ces recommandations avaient déjà d'abord été développées pour une autre maladie. Je pense qu'il y a des maladies qui incluent des mycoses, par exemple, et ça, c'est de plus en plus inquiétant en Asie du Sud-Est. Donc, il faut s'assurer que les personnes aient accès au dépistage, aux établissements et au traitement préventif. Je pense que vous avez dans ce manuel, vous avez des différents scénarios et comment optimiser les conseils. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Ajay. Merci, Cécilie. Merci, Avinash. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons écouter maintenant Karine Turner, qui est chargée de mission à l'Institut Aurum. Elle va parler de gestion de systèmes de santé et également différents programmes en Afrique. Elle est la directrice du projet Impact. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler du 3HP. On en a parlé à notre dernière session et vous aurez peut-être des réponses à des questions que vous vous êtes déjà posées. Donc, ce projet, nous avons maintenant 5 ans devant nous. Avant, il y en avait 4. C'est dû surtout à un retard de fourniture. Le but est d'atteindre 1 million de personnes dans 11 pays et nous avons une extension de 2 ans par UNITAID et je vous en parlerai et ça pourra peut-être aider votre pays. Alors, 3 HP, voilà les pays où c'est mis en place. Et quand vous regardez chacun des pays, nous allons ajouter des informations, mais vous pouvez voir où vous êtes dans votre pays, si vous participez là pour les 11 pays concernés. Et pour une mise au point plus étendue, eh bien, je voulais vous parler de ceux qui ont la fourniture de rifopentine seule et puis les autres pays. Donc, nous avons contribué à l'approvisionnement du Bangladesh, du Brésil également. Et la Tanzanie est sortie du programme. Et puis, vous voyez quand les pays de ces pays vont recevoir 3 HP, l'Afrique du Sud devrait être en fait verte parce qu'on a commencé il y a 2 semaines, pardon.
Et nous serons en juillet en Inde et puis en août au Brésil. Et la Tanzanie a des problèmes de pureté et donc le programme est remis à plus tard et nous espérons qu'il pourra continuer bientôt parce que le Fonds mondial a été très, très généreux dans fourniture de stock. Il y a eu beaucoup de collaborations parmi un grand nombre de donateurs. Euh, United a seulement fourni une petite partie de toutes les contributions. On a PEPFAR avec nous pour beaucoup de nos pays qui, fournissent 3 HP. Et puis le Global Fund, Malawi en fait partie. Il y a d'autres partenaires comme le Pakistan et le Bangladesh. Il y a de bonnes données intéressantes venant de ces pays. Et également le Gates Foundation nous a fourni de l'argent également pour l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie, et puis également d'autres parties de l'OMS. Et voilà à quoi ça pourrait représenter. Pour ceux qui font partie, qui ont passé commande, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a différentes commandes par le mécanisme de commande. Il y a des tiers en quelque sorte. En vert, il y a les pays qui ont commencé vers 2020. Puis le deuxième tiers, tiers en quelque sorte, la deuxième partie d'étage, c'était en janvier, juin de cette année. Et le troisième, puis le quatrième, surtout des crédits qui viennent du gouvernement américain et d'autres pays également. Ce sera en 2022. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres pays qui pourraient être rouges là, qui devraient apparaître, comme la Chine et puis les États-Unis qui fournissent des 3 HP. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des impuretés qui ont été découvertes dans le produit. Et donc, je voudrais vous parler du processus qui se produit actuellement. Pour les adultes, eh bien, nous avons un seuil de 22 parties par million et les fabricants ont promis de suivre ceci, de l'avoir à l'œil. Et donc, vous pouvez recevoir si le produit ne dépasse pas la limite CPNP, eh bien, tout va bien. Les lots pourront arriver chez vous. Il y a également Sanofi qui a repris la production en décembre 2020. Et le plan, c'est de continuer et de réduire ces niveaux à plus bas. On essaie de travailler avec les fournisseurs et puis également les autorités de réglementation pour être sûr que tout le monde reçoit bien les mêmes informations pour la rifampicine pour les adultes. Alpinar fait l'objet d'une recherche actuellement et ce produit ne va pas être disponible forcément. C'est une combinaison à dose fixe et on pense peut-être passer à 1,50 mg dispersible. Mais il y a des recherches qui sont toujours en cours là-dessus. Et c'est actuellement à l'examen. Il y aura des communications sur l'impact de cette découverte d'impuretés. Pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, voilà les comprimés en haut qui peuvent être donc
il y a l'isoniazide et puis vous voyez le conditionnement, il y a une boîte et dans beaucoup de pays, on donne l'ensemble aux patients, que ce soit des personnes vivant avec le VIH ou qui ont le Covid, pour éviter aux personnes de devoir se déplacer de nombreuses fois. C'est une décision qui a été prise dans chaque pays ou dans chaque province, selon les pays, comme en Afrique du Sud, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de problèmes quand on donne tout l'ensemble du traitement dans les mains du patient. Je voudrais également, en image, vous montrer à quoi ça ressemble, seul et également en autre format, celui qui est en dose fixe. Vous voyez qu'on peut avoir la rifapentine de 150 mg seule et d'un fournisseur qui va nous rejoindre bientôt. Et du coup, le 3HP sera beaucoup plus facile à prendre. On prendra juste cela et on pense que ceci se produira l'année prochaine ou l'année d'après, puisqu'il y aura de nouveaux fournisseurs et nous espérons également que le prix change. Donc, le prix pour 3HP et 1HP va peut-être bien baisser. Concernant la fourniture, ça c'est pour vous à l'avenir. Sanofi produit le 150 mg qui peut être utilisé pour 3 HP ou 1 HP selon les pays. La capacité de production annuelle est de 600 000 pour les adultes. Le prix n'est pas si élevé, mais peut-être que les prix vont augmenter à cause des processus pour le faire passer les tests de pureté à ces produits. Donc, il y a un avertissement, le prix reste à 15 actuellement, mais il y a des négociations, si bien qu'il va peut-être augmenter. Pour les combinaisons de doses fixes, le prix reste le même, 15 $. La fabrication se fait en Inde et donc à cause du Covid, eh bien, la production a été réduite. Mais ce produit n'a pas encore reçu l'aval de l'OMS. Il y a encore une bonne partie du processus à passer et nous aimerions également qu'il y ait une production cette année pour 2 millions de patients et peut-être plus même. Et il y a de nouveaux fournisseurs, comme je vous le disais, il y a un autre générique qui va faire une demande auprès de l'OMS cette année. C'est une combinaison à dose fixe avec une combinaison de rifapentine de 300 mg et la formulation pédiatrique est en attente. J'en reparlerai vers la fin, mais elle sera représentée en 150 mg dispersibles. Comme je l'ai dit, les schémas thérapeutiques courts sont privilégiés. On aimerait voir plus de personnes, de pays qui utilisent un HP. Le Pakistan l'a testé sur les adultes et les enfants et il fonctionne très bien. Nous aimerions également que les pays se dirigent vers des schémas thérapeutiques plus courts. Il y a des choses qu'il faut envisager également qui sont clés. Concernant les manques, eh bien, on s'est vraiment très bien débrouillé pour les personnes qui vivent avec le VIH. Il y a des gens qui ont pu acheter ce produit et ça a bien fonctionné. Mais comme vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prises en charge, que ce soit des enfants ou des adultes. Et, un HP est présent, mais il n'est pas très utilisé à cause du prix.
un petit traitement de préventif a été commencé chez des enfants et on va voir ce qui va se passer. Et puis, quelquefois, on donne une même schéma thérapeutique à toute une famille. Et, ça, c'est beaucoup mieux de donner les mêmes médicaments à tout le monde plutôt que de dire à quelqu'un, bah, vous vivez avec le VIH, donc vous prenez ça, et puis vous avez tel âge, vous prenez ça, etc. On essaie de trouver une meilleure formulation de la rifapentine et nous vous demandons aux fabricants de donner la priorité à ce produit. Nous, nous serons soutenus sûrement si on peut développer ça, si on voit qu'il y a de la demande et de l'intérêt de la part des fabricants pour avoir une meilleure schéma thérapeutique de RPT pour les enfants. Et il y a également, concernant les femmes enceintes, il y a une étude qui va être faite pour comparer un HP et 3 HP pour les contacts au foyer et pour également les personnes vivant avec le VIH. Pour avoir assez de données pour que chaque pays puisse décider quel schéma thérapeutique il va utiliser. J'ai mis un peu plus de 10 minutes, mais s'il vous plaît, envoyez des questions par le chat. J'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup, Karine. C'était très, très intéressant. Merci. Nous allons passer à la présentation suivante du ministère de la Santé de l'Ouganda et nous aurons des questions dans la table ronde à la fin. Nous allons écouter Monsieur Proskovia Namuwenge, qui est du ministère de la Santé de l'Ouganda. Et puis, elle travaille également au programme de contrôle du VIH et elle travaille également pour le programme de lèpre et tuberculose, entre autres. Proskovia, vous avez la parole. Proskovia, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on l'a perdu. Donc, passons au Zimbabwe. Dans ce cas, je vous présente la docteure Chlorata Gwanzura, qui est spécialiste de la santé publique auprès du ministère de la Santé et du soin aux enfants du Zimbabwe. Et elle est en charge également des thérapies préventives contre la tuberculose. Vous êtes bienvenue, Chlorata. Okay. Sorry. Excusez-moi. Je ne trouvais pas mon micro. Merci beaucoup de me donner l'occasion de vous faire une présentation aujourd'hui. Donc, je travaille pour le ministère de la Santé du Zimbabwe. Je suis responsable, entre autres, du VIH et de la tuberculose. Je vais essayer de ne pas prendre trop longtemps puisque on est un peu en retard. Voilà le plan de ma présentation. J'y rentre tout de suite. Donc, voilà le contexte du pays. La prévalence du VIH est de 12,9% de la population. Nous sommes parmi les 30 pays qui comptent le plus de cas de tuberculose chez des personnes vivant avec le VIH et également de tuberculose multirésistante aux médicaments.
Nous savons qu'il y a beaucoup d'engagement pour se débarrasser de la tuberculose dans différents pays. Nos autres présentateurs vous ont parlé quels étaient les problèmes de cette thérapie préventive et pourquoi il faut aussi se concentrer dessus. Et concernant le Zimbabwe, euh, il y a eu une réunion à haut niveau en 2017 et il avait été décidé de commencer à traiter au moins 24 millions de personnes contacts et 6 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et le programme minimum euh, pour le, pour le Zimbabwe, eh bien, donc il y a plusieurs éléments. Il y a le début du traitement et puis également la fin du traitement, les gens qui vont jusqu'au bout du traitement. On a dépassé un peu le demi-million de personnes pour le traitement préventif. Et pour les trois indicateurs, c'est-à-dire la couverture des contacts, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans, ce taux est en dessous, est en dessous de 47. Et ce que vous voyez en bas à gauche de la diapo de gauche, vous voyez, euh, vous, vous voyez les taux de réalisation en quelque sorte du traitement préventif entre 2017 et 2020. Et en, en 2018, eh bien, le taux de prise de la totalité du traitement était plus bas qu'en 2019, par exemple. Et les nombres absolus étaient plus élevés que les années d'avant, mais les objectifs ont été pas mal atteints dans l'ensemble. Euh, En général, le taux d'achèvement du traitement a été de moins de 80%, sauf en 2010, ou environ 80%, et sauf en 2019 où il était plus bas. Et nous avons un nouveau plan de mise en œuvre du traitement préventif pour être sûr de ne laisser personne sur le bord de la route, puisque nous sommes à 39% des personnes qu'on peut atteindre et nous espérons atteindre autant de personnes que possible grâce à ce plan pendant les 2 ou 3 années qui viennent. Et nous avons également adopté les nouvelles directives de l'OMS concernant le traitement préféré pour l'infection la tuberculose. Concernant la mise en œuvre du 3HP, on a commencé par une phase de faisabilité dans 6 établissements sur 20. On devait le faire sur 20, mais à cause du Covid, eh bien, on a dû descendre à 6 établissements et nous sommes arrivés à former tous les autres établissements cette année. Et à partir du deuxième trimestre, eh bien, on pourra vous présenter des données euh, sur cette mise en place. Mais pour l'instant, on a seulement des données venant de ces 6 établissements. Et nous avons également commencé à étendre
la fourniture de 3HP à des établissements en dehors des sites sur lesquels on avait fait une étude de faisabilité. En mai, on a distribué 4803 HP à des personnes. Et d'après l'étude de faisabilité, eh bien, on sait que l'on peut passer à d'autres établissements grâce à des mentors et également une supervision dans ces établissements. Et pour vous donner une mise à jour sur les données, eh bien, le nombre de personnes qui ont reçu un début de traitement jusqu'à maintenant sur les sites de faisabilité, on avait 3888 personnes vivantes avec le VIH et des contacts. Et on les a mis sous 3 pH avec un taux d'achèvement du traitement de 92% et 0,5% des contacts des personnes qu'on a contactées ont déclaré avoir ressenti des effets indésirables. Voici un cliché, un instantané de la mise en œuvre. On a 3% ce sont des enfants. Le 3HB, c'est une priorité pour ce groupe d'âge, pour cette tranche d'âge. Vous avez vu que nos contacts pour l'enquête pour les enfants bien, était de 95% et nous avons décidé d'accroître l'identification de tous les cas parmi les enfants et malgré le Covid, eh bien, le taux d'achèvement a été assez élevé grâce à l'aide par la télémédecine. Nous avons suivi les patients. Ça a été beaucoup plus facile malgré les restrictions des mouvements, de mouvement. Et comme je l'ai dit, les événements indésirables représentaient moins de 1% des personnes qui ont pris ce traitement de 3HP. Concernant nos expériences, au tout début, eh bien, nous avons vu il a été très utile lorsqu'on a fait une distribution des nouvelles directives rapidement avant de passer à la formation. Ça permettait d'augmenter la capacité de différents établissements et on a vraiment commencé ça permettait d'aller plus vite dans la formation et ça permettait également de la mise en place plus rapide. Également, on a fait part de la science qui se trouve derrière les programmes en quelque sorte et ça permet de lever les barrières qui arrêtent les professionnels de la santé lorsqu'il s'agit de mettre en place le programme. Là, il s'agissait bien sûr de la science qui se trouve derrière, en quelque sorte, la mise en place du traitement préventif. Il y avait également beaucoup, au début, besoin de soutien sur les sites. Il y avait différents schémas thérapeutiques selon les différents sous-groupes de population. Par exemple, les enfants. Et puis également, on a soutenu différents établissements. On a mis entre les mains de différentes personnes le traçage, le suivi et le traçage. Par exemple, les conseillers dans soins primaires. Et donc, également les agents de santé communautaire, c'est eux qui ont fait le suivi. Et puis également,
Pour l'isoniazide, eh bien, on le recommande, on recommande que ce soit synchronisé avec le renouvellement des antirétroviraux. Et ça, c'est faisable dans le cadre du programme 3HP. Il y a également un suivi, un télésuivi en quelque sorte. On a vu qu'il était possible de suivre les patients et qu'il n'y avait pas de problème. Par exemple, on a eu des retours, absolument tous les retours concernant les événements indésirables. Et donc, on pouvait également nous signaler tous les événements, tout ce qui pouvait surgir comme événement pendant ce programme. Et on a remarqué également que les personnes qui reçoivent des soins aiment bien avoir des schémas thérapeutiques courts. Une fois qu'on aura communiqué complètement, eh bien, les personnes qui reçoivent les soins apprécieront les bénéfices du traitement préventif. On a vu également qu'il y avait une prise des médicaments très bonne, à un taux très bon parmi les personnes dans les établissements qui participaient. Il y a eu également une forte participation des populations locales. Tous les sites où il y a eu des formations recommandées, la participation de la communauté comme étant une stratégie qui permette l'acceptation de la prise du traitement préventif et pour clarifier notamment les mythes et les idées fausses. Et je crois qu'on fait des progrès et qu'on va dans la bonne direction. Il y a également un besoin de plus grande littérature au-delà des directives. En général, les directives ne parlent pas beaucoup en nuances concernant l'application. Et donc, c'est un domaine qu'il faut renforcer. Et il faut également fournir des conseils dans les langues locales, y compris les patois. Le suivi des événements indésirables, il faut le faire grâce à différents des laboratoires. Il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut qu'ils aient la bonne infrastructure et les bons outils pour qu'ils puissent suivre les événements indésirables. Et également, il y a des modèles de suivi virtuels et de soins virtuels qui jouent un rôle important dans l'adhésion aux 3HP et dans les taux d'achèvement des traitements. Et ceci m'amène à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Chlorata. Maintenant, nous allons rapidement passer à Proscovia. Je vois ton dos, Proscovia. Je t'ai déjà présenté, donc tu peux nous faire ta présentation maintenant. Je peux partager mon écran? Oui, oui. Ils disent que mon partage d'écran a été arrêté par l'hôte. Excusez-moi de l'incident, mais ma connexion a sauté juste avant ma présentation. Donc, je travaille pour le ministère de la Santé en Ouganda. Je voulais vous présenter certains des défis auxquels fait face le pays dans l'application de ce traitement préventif de la tuberculose.
Avant, je vous ai déjà parlé des progrès qu'on avait faits, puisqu'on avait augmenté l'IPT, mais on a eu une stagnation dans l'adhésion au IPT et nous voulions savoir pourquoi. Donc, pour la thérapie préventive à l'isoniazide, eh bien, on a vu une stagnation donc du développement de ce traitement pendant deux trimestres. Ça, ce sont les données d'octobre de l'année dernière. Et vous voyez que il y a eu une chute dans la prise de cette thérapie préventive à l'isoniazide. Et puis, c'est remonté un peu, mais c'était tout de même encore très bas par rapport à ce que nous attendions. Donc, vers le mois de mars, de cette année, nous avons décidé de faire un recensement de ce traitement à l'isoniazide, puisque les patients qui participaient à cet essai, en quelque sorte, n'étaient plus dans l'établissement. Mais nous voulions que ces établissements continuent à trouver d'autres personnes. Et nous voulions savoir euh, pourquoi les établissements n'avaient pu atteindre leurs objectifs en termes de nombre de personnes à inclure. Nous voulons savoir si notre objectif national était possible, et nous voulions voir quelle était la situation de, 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 de participation à cet essai et vérifier s'il y avait vraiment une saturation. Et, et également, nous voulions comparer la qualité des données qui se trouvaient dans la base de données hybride qui existait. Donc, on a rassemblé des données, on les a collectées par par appel pendant 2 mois, en mars et avril de cette année. Et en fait, les données ont commencé à être collectées en 2015. Enfin, non, pardon. La période cible de cette étude était entre 2015 jusqu'à février 2020. Et nous avons vu que la couverture de cette thérapie préventive à l'isoniazide était de 74% et qu'il manquait 26%, que 26% des besoins n'étaient pas couverts. Et nous avons vu, ça c'est les chiffres du recensement en quelque sorte, et pour la base de données hybride, eh bien, les chiffres étaient un petit peu différents. Maintenant, un peu concernant les détails des données qu'on a eues du recensement, on a vu les personnes vivant avec le VIH qui étaient en soins, c'est-à-dire 1,250 000, et sur ces personnes, environ 1 million et 4 000 participaient, prenaient cette thérapie à l'isoniazide, et il y avait différence d'environ 182 234 et ces personnes avaient commencé mais n'avaient pas terminé le traitement. Et d'après les données du recensement, eh bien, nous avons vu que nous avions environ
333 000 qui attendaient, qui allaient bientôt participer, des personnes vivant avec le VIH. Vous voyez là de grosses différences puisque les données, vous avez les données du recensement sont un peu plus élevées que ce qu'on avait déjà dans notre base de données. Cela nous a montré qu'il y avait des personnes vivant avec le VIH qui participaient, mais qui n'étaient pas signalées. Mais ce qu'on a vu également, ce qui nous a frappé, c'est la grande différence concernant ceux qui avaient mené à bien le traitement. Les barres jaunes, là, ce sont les données de routine. Et puis, quand on a fait le recensement, on a vu que beaucoup de gens avaient terminé le traitement. Et il y avait une différence donc concernant les personnes qui avaient terminé le traitement et qu'il y avait une légère différence, mais à l'inverse, parmi les personnes qui étaient en attente. Ça, c'est les réalisations des régions de notre pays. Notre pays est divisé en plusieurs régions. Selon le soutien qu'elles reçoivent de nos partenaires. Donc, les différentes voyez les différents partenaires. Donc là, on a vu qu'il y avait des régions qui s'en sortaient moins bien que d'autres et que d'autres s'en sortaient bien. Et d'après cette analyse, eh bien, on voit que les données en rouge, on voit les personnes vivant avec le VIH qui attendent. Et puis, en vert clair, on voit les personnes qui participent à ce programme. Et puis, en vert plus foncé, les personnes qui ont terminé le traitement. Et on voit 4 régions du pays qui présentaient le plus grande proportion de besoins non satisfaits, c'est-à-dire Kampala, Watiso et Nukono, qui se trouve dans le centre du pays, et puis la région Masaka, qui est sur le sud du centre, et Ankole, qui est dans l'ouest du pays, et également des établissements qui sont soutenus par un partenaire d'application qui se concentrait donc sur les établissements. Donc, ce qu'on veut faire, si on veut améliorer la participation, eh bien, il faut se concentrer sur ces 4 régions parce qu'elles concentrent la moitié des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas été prises dans ce programme. Ensuite, voyons les taux de participation régionaux. Je voudrais vous parler de notre réalisation avec nos partenaires qui appliquent le programme. Notre cible était de 95%. On est arrivé à 97% de participation par UPS. Et puis, au plus bas, on a l'UNHCR, le Commissariat aux réfugiés de les Nations Unies, qui était à 12%. Et là, on a vu que ces partenaires d'application qui arrivaient à faire participer beaucoup de gens, n'arrivaient pas à de très bons résultats concernant la réalisation complète du traitement.
mais on peut s'expliquer parce que c'est un service dans le pays, parce que ça c'est dans une prison, et donc c'est facile de leur faire commencer aux détenus un traitement, mais ils peuvent très bien être libérés très peu après et ne pas continuer à prendre le traitement. Et pour Rights ici, eh bien, il n'y a pas d'explication concernant ce résultat relativement mauvais. Donc, nous avons demandé à nos partenaires comment on peut obtenir un meilleur taux de suivi jusqu'au bout de ce traitement. Là, on a les données du recensement, et également les données hybrides et les pourcentages de participation et d'achèvement du traitement. Donc, et on a vu que concernant la participation, eh bien, pardon, la qualité des données, on se disait que s'il n'y avait pas de différence entre les deux types de données, eh bien, c'était que tout marchait bien. Par exemple, 0% là en vert, et que s'il y avait des variations entre 1 et 5% entre les deux types de données, eh bien que c'était à peu près acceptable en jaune, qu'à partir de 5%, c'était pas acceptable, et là, que c'était rouge. Et vous voyez qu'il y avait des régions qui avaient des variations, des différences inacceptables entre les données du recensement et des données hybrides. Et il était difficile de savoir d'où venaient ces différences. Mais quand on a vu les données concernant l'achèvement du traitement, on a vu que la qualité des données était encore moins bonne que pour la participation. Et donc, il fallait vraiment faire quelque chose concernant donc la qualité des données pour avoir une bonne qualité de données au niveau national. Donc, on a regardé plus en détail les données concernant cette thérapie préventive à l'isoniazide. On a regardé 2 établissements parce qu'on venait juste de mettre en place notre EMR, c'est-à-dire le reporting, le dossier médical électronique, ou le reporting médical électronique. Et on a pris une espèce d'échantillon. Je travaillais dans cet établissement. Il y avait 25 patients qui avaient été enregistrés dans le dossier médical électronique et qui n'avaient jamais participé à ce traitement, cette thérapie préventive. Et j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait 8 personnes qui étaient signalées comme étant n'ayant jamais pris le traitement, en fait, l'avait terminé. Et donc, on avait une différence de 32%. Et puis ensuite, je suis allée dans un autre établissement. Et là, l'échantillon était... Là, tous les chiffres étaient corrects, c'est-à-dire que les personnes qui n'avaient jamais participé n'avaient effectivement jamais participé. Concernant les régions dont j'ai parlé, eh bien, il y a les 4 régions, elles représentent
50% des besoins qui ne sont pas satisfaits. Eh bien, nous avons fait une analyse des causes dans l'un des établissements et nous essayons de savoir où le problème se trouvait. Et nous avons trouvé que dans cet établissement en particulier, eh bien, environ 2300 personnes n'avaient pas encore commencé le traitement et on se demandait pourquoi. Et parce que dans nos directives, eh bien, on disait que si les des personnes vivant avec le VIH venaient de recevoir des antirétroviraux, il fallait attendre 3 mois pour commencer le traitement préventif parce qu'on voulait voir s'il y avait des effets secondaires et une toxicité due à tel ou tel médicament. Et dans cet établissement, eh bien, on s'est rendu compte qu'environ 805 personnes vivant avec le VIH venaient de commencer le TLD et donc ne pouvaient pas commencer le traitement préventif. Et puis, 116 n'avaient pas été dépistés. C'était d'autres gens qui venaient chercher leurs médicaments. Et 32, on pensait qu'ils avaient la tuberculose et donc elles ne pouvaient pas prendre ce traitement préventif. Et puis, il y en avait 13 qui faisaient partie de la distribution des ARV dirigée par la communauté cliente. Et, et lorsque ces personnes faisaient partie de cette structure de distribution, eh bien, elles n'étaient pas encouragées à rejoindre le traitement. Et puis, il y avait également des femmes des femmes enceintes dont le compte de CD4 était inférieur à 200, était supérieur à 200. Et il y avait 1124 personnes, c'est-à-dire 80% étaient depuis 4 ou 6 mois n'étaient plus suivis. Et on s'est rendu compte que les personnes qui recevaient les antirétroviraux ne se souciaient pas très bien, ne se souciaient pas de suivre d'autres traitements. Et dans ce cas, on s'est rendu compte que c'est une des raisons pour lesquelles on avait cette stagnation. On s'est rendu compte qu'il y avait des différences entre les différents outils qui nous permettaient de mesurer la participation. L'EMR, les registres de l'EMR et du traitement préventif et des antirétroviraux ne correspondaient pas à la réalité. Donc, ce que nous recommandons, c'est que dans les établissements où il est difficile de trouver des personnes qui participent, eh bien, nous avons décidé de mener des passages en revue des fiches, des fichiers, et également de faire une liste des personnes qui doivent entamer le traitement, également de faire des appels téléphoniques de suivi pour être sûr que ça doit être après le dépistage pour être sûr qu'ils n'ont pas la tuberculose et qu'il n'y ait pas d'autres contre-indications. Et nous avons également recommandé que la documentation
des pronostics de suivi devraient avoir une influence sur les étapes suivantes. Ce serait bien que l'on ait des documents nous disant pourquoi un patient n'a pas pu venir pour pouvoir savoir comment orienter nos programmes à l'avenir. Il faut également savoir quels étaient ceux qui n'ont pas pu revenir entre les rendez-vous médicaux qui étaient prévus et également nous encourageons les établissements à se faire à communiquer vers la population locale à propos de ce traitement et également réconcilier les données sur tous les outils de traitement préventif. Les objectifs qui avaient été assignés aux établissements pouvaient être atteints. Les besoins non satisfaits en termes de traitement préventif est environ 27%, soit 333 871 personnes vivant avec le VIH. La plus haute proportion de besoins non satisfaits concernant ce traitement se trouve dans 4 régions, Kampala, Masaka, UPMB, Ankole, qui représentent 50% du manque. Et si l'EMR, c'est-à-dire le dossier médical électronique, lorsqu'il existe, il faut être utilisé pour bien mesurer l'impact des traitements et la prise des traitements également. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps. Nous sommes arrivés au bout de notre session, mais je voudrais quand même essayer de répondre à une des questions. Il y a différentes questions concernant c'est des questions concernant la prise répétée de traitements de prévention. Et merci d'avoir posé ces questions. Je voudrais dire également ceci. Il y a des recommandations de l'OMS concernant la prise à plusieurs reprises de ce traitement. Et dans les endroits où il y avait le plus de contamination. Également, concernant toutes les données qu'on a d'études du passé, eh bien, une seule l'isoniazide va protéger pendant un certain temps. Donc, mais c'est une protection qui dure quand même longtemps. On a fait également différentes études avec différents dosages, différents médicaments et il semble qu'on n'ait pas besoin de reprendre le traitement, quel qu'il soit, dans le cas où la charge de la maladie est très importante. Get the person evaluated, get him on TB treatment if TB is found. There are situations where you would want to repeat TPT, and one of them is if you have new exposure which is determined, like a person who received TPT
but after a few months or a year, you get to know that person in the household has a bacteriologically confirmed TB. So it's a new exposure. It's confirmed. It's more likely that the person living